Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 30 juillet 2026. Je suis Marguerite Dutrache, l'hôtesse de vos nuits de culture, et vous écoutez Le Masque et la Plume dans le cul. Eh bien oui, après avoir annoncé la fin de notre saison 2 une première fois avec Samy Landry, puis une deuxième fois le 10 juin à la Maison des Métallos avec Jonathan Capdevielle et Dimitri Doré, vous ne rêvez pas, nous sommes de retour. Car oui, on n'allait quand même pas laisser nos chères plumes dans le cul sans un petit bonus de l'été. Alors, après le succès populaire du débat critique top-flop des films de l'année 2025 en janvier dernier, grâce à laquelle nous avons réussi à faire plus d'écoute que la dernière conférence de presse de Catherine Pégard. Si vous ne savez pas qui c'est normal, c'est la ministre de la Culture. Alors, puisque tous les lieux ferment à Paris, eh bien, nous enregistrons depuis mon coin salon. Et je dis bien mon coin salon, donc je vous laisse imaginer la taille de mon appartement. Et après une moitié d'année écoulée, il est temps de faire un premier bilan avec une nouvelle table ronde critique spéciale cinéma avec nos très chers et on espère très problématiques expertes en cinéma. Malheureusement, notre plume dans le cul, Alexis Langlois, a eu un empêchement de dernière minute qui l'empêche d'être avec nous aujourd'hui. Alors je vais la remplacer au pied levé et donner mon opinion puisque j'ai des opinions surtout, mais surtout des opinions. Alors Alexis, on t'embrasse et on espère que tu pourras être avec nous la prochaine fois. Et à nos côtés aujourd'hui, il y a celle qui prouve que les citoyennes de la République française sont clairement au-dessus de ceux de la République française. La réalisatrice Laurence Saint-Gaudens est avec nous. Bonjour. Et enfin, Babouchka Babouche, ayant été mis en chaos technique par l'inaction climatique du gouvernement, nous recevons donc la personne avec qui elle partage un compte Letterboxd. Samy Andréali est avec nous. Bonjour, et je souhaitais embrasser Alexis Langlois à qui on souhaite de belles opérations de chirurgie esthétique. Je crois que c'est pour augmenter les oreilles. C'est ça. Pour cette table ronde critique à mi-parcours de l'année cinématographique, nous avons procédé à nouveau à une sélection toute personnelle et plume dans le cul en construisant des binômes de films qui se font écho dans leurs approches ou leurs thématiques. Nous allons donc discuter des films d'horreur Obsession et Backrooms dont les réalisateurs sont jeunes, cool et viennent de YouTube, des films d'animation queer et indépendants Bouchra et Jim Quinn, mais aussi de Disclosure Day et Autofiction, tous deux réalisés par des cinéastes incontournables du cinéma mondial qui sont au crépuscule de leur vie et de leur art. Et enfin, nous terminerons par discuter des films Dao et Ma Frère qui retracent des parcours de vie non blancs et diasporiques en France. Et bien évidemment, on aura droit à quelques recommandations en veux-tu, en veux plume de nos chers critiques. Comme à notre habitude, toutes les prises de parole visant à perpétuer une culture critique basée sur la mauvaise foi, l'excès, l'hypocrisie et la mesquinerie sont vivement encouragées. Et sans plus attendre, pour commencer, parce que le mois des fiertés c'est fini et que faut pas exagérer, nous allons discuter de 2 longs métrages réalisés par des hommes qui ont respectivement 21 et 26 ans et qui ont fait leurs armes sur YouTube. Backrooms, réalisé par Kine Person, explore le concept du creepypasta, le nom des légendes urbaines dont le point de départ est une image effrayante, étrange diffusée sur Internet. Ici, il s'agit d'espaces de bureaux abandonnés qui deviennent un terrain d'exploration pour les tourments dépressifs et psychologiques d'un homme directeur d'un magasin d'ameublement. Obsession, lui, est réalisé par Curry Barker et il s'intéresse à la solitude des hommes à l'ère digitale. Un homme, du jour au lendemain, met la main sur un objet magique qui lui permet d'exaucer tous ses vœux. Son crush de toujours tombe alors enfin amoureuse de lui jusqu'à l'obsession. Alors, si Judith Butler avait révolutionné la pensée philosophique avec son livre Trouble dans le genre, Backroom et Obsession ont-ils réussi à vous créer un trouble dans l'horreur ? Oui, on commence par une première question sponsorisée par l'université Paris 8. Laurence, qu'en as-tu pensé ? Alors, moi j'ai vu les 2 films très récemment là. Donc je les ai immédiatement un petit peu mis en concurrence l'un avec l'autre, même si en soi ils ont pas grand chose à voir, mais ça reste 2 films d'horreur qui sortent au même moment, donc l'industrie et la critique va naturellement les... Sociologiquement, ils ont quelque chose à voir. En fait, oui, complètement. En fait, c'est pas du tout... c'est vrai que c'est assez évident de les comparer. Mais je vais commencer par Obsession, que j'ai commencé par découvrir
du coup après la hype. Donc c'était un petit peu, moi j'étais déjà aigri de base parce qu'en fait moi quand on me surhype un truc en me disant ça va révolutionner ta vie, surtout un film d'horreur, je sais que ça va me saouler. Le fait est que j'ai apprécié le divertissement. Après je trouve que on va essayer de rien spoiler ici, que en fait en termes de facture on est quand même sur le film d'horreur le plus classique et le plus conventionnel du monde, et que je comprends absolument pas la hype autour du fait que ce soit si spécial, parce que c'est vraiment c'est tellement conventionnel en termes de mise en scène, quoi. Après, conventionnel, ça fait que ça peut toucher un grand public, je pense. Oui, de ouf, mais on reviendra sur d'autres exemples après. Je pense que c'est juste que, je sais pas, on prend les films de Ari Aster, c'est juste, il y a de la mise en scène dans chaque plan. Là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, ou It Follows, moi j'ai tout de suite pensé à It Follows, qui est vraiment un film de mise en scène aussi. Là, je trouve que c'est juste, je trouve qu'il y a pas d'idée de découpage, il y a pas d'idée de mise en scène, mais en fait, c'est même pas ça qui m'a saoulé. Moi, ce qui m'a vraiment saoulé, c'est que, sans rien spoiler, les 15 dernières minutes envoient tout en l'air. Alors que moi, je suis une grande attachée de la philosophie de l'horreur, qui est un peu le freaky for freaky, le crazy for crazy, où en fait, plus t'es taré, plus t'es obsessionnel, plus t'es hystérique dans ce truc conventionnel de l'horreur, plus la personne en face de toi, l'autre protagoniste, va l'être aussi, et ça va créer ce truc si unique au cinéma d'horreur de deux protagonistes qui sont comme ça rendus fous, soit l'un par l'autre, soit par l'univers autour d'eux qui est horrifique. Et ben en fait il y a un truc, donc c'est dur d'en parler sans spoiler, mais qui en fait désamorce complètement ça et crée un mécanisme complètement sexiste en fait, qui rend du coup cette dynamique juste profondément misogyne. Moi ce que Obsession veut dire me dérange quand même beaucoup dans son dernier quart d'heure, quoi. Moi, si tu m'y autorises, Marguerite, je vais être problématique. Je pense pour parler du dernier quart d'heure, on peut parler d'un virage psychanalytique, peut-être. Moi, je pense que la fin, elle est ratée du film et je m'en fous. Je trouve qu'au milieu, il y a 1 heure de kiff, d'étrangeté, en effet, c'est conventionnel et c'est pas révolutionnaire, mais surtout, après on parlera d'Obsession. Moi, j'étais très séduit par... Attends, là on parle d'Obsession. Obsession, ma belle. On parle pas de Backrooms. Non. Justement, moi je pense exactement ça d'Obsession. Non, en fait on se trompe de film. On parle d'Obsession, donc l'histoire. On s'est dit, je savais que ce serait une galère de mélanger les deux films. Ouais, on essaie de révolutionner la critique de cinéma, on n'y arrive pas, quoi. Non. Donc Obsession de Curry Barker. L'histoire, ok, avec le vœu que la meuf, elle le kiffe. D'accord. Alors, j'ai mon take là-dessus. Moi, le dernier quart d'heure, j'étais plus là. Parce que j'ai eu trop peur. J'ai entendu parler de cette histoire. J'ai eu trop peur. Alors, moi, faut savoir que je vais vraiment voir beaucoup de films d'horreur. À part les délires gonzo, ultra gore à la Saw, je vais tout voir. J'ai jamais été dans un état, j'allais dire de peur, mais en vérité c'était plus d'angoisse en fait, dans lequel m'a mis Obsession. J'avais besoin de partir en fait, parce que autant je pense que le film est plutôt intelligent sur ce qu'il raconte, autant j'ai eu un problème sur c'est même pas du jumpscare, c'est qu'en fait à partir du moment où la go elle est piquée, elle est capable de tout, et il y a vraiment, on est sur de l'edging, de l'edging horrifique qui, moi, j'ai pas pu. J'ai vraiment pas résisté à ça. Juste, j'étais trop mal. J'étais à ça de prendre un anxiolytique. J'en avais pas sur moi. Du coup, je suis sorti de la salle. Après, du coup, j'ai demandé à mes amis comment se finissait le film. Du coup, je peux vous dire que je pense qu'il est plutôt pas mal. Après, je peux pas dire s'il est misogyne ou pas, vu que j'ai pas vu la fin. Mais ça veut quand même dire que le côté horrifique a vraiment marché sur toi. Ouais. Ce qui est quand même intéressant. Ça a hyper bien marché sur moi. Alors que, très bizarre, j'ai entendu des gens dire que ça fait pas du tout peur. Moi, vraiment, ça m'a mis dans un... Mais je parlerais vraiment plus d'anxiété que d'autres choses. J'étais pas bien. Ouais, et puis, moi, écoute, je comprends ce que tu veux dire, Laurence. Après, je trouve que justement, contrairement à Backrooms, que je trouve... Bon, déjà, moi, c'est un film produit par A24, qui est un studio que je honnie, mais j'en parlerai en fin d'émission. Je trouve que y a une sincérité et une simplicité, justement, de faire un film classiquement horrifique, avec des codes classiques, qui fait que c'est mainstream.
c'est aussi un film donc, qui a été fait avec très peu d'argent et je crois que ça a battu le projet Blair Witch en termes de rentabilité. Oui, et ça fait pas de cheap. Ça, pour le coup, on peut reconnaître que pour moins d'1 million, ça fait pas de cheap. Et je trouve que, en vrai, moi, j'aime beaucoup la fin, en fait. De la manière dont, justement, ce personnage féminin est à la fois victime et harceleuse, puisqu'en fait, il y a deux corps. Il y a la personne qui est prisonnière de cette... la personne est victime et on l'entend à certains moments, elle a des moments où elle peut sortir et exprimer qu'elle veut quitter ce corps qui en fait harcèle donc l'homme qui était amoureux d'elle. Et je trouve qu'il y a quelque chose quand même d'assez original de arriver à faire de l'horreur à partir du sujet aussi qui est de la difficulté des hommes hétérosexuels post-confinement assez jeunes à parler de leurs sentiments et à gérer de la go. Voilà. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez beau là-dedans, dans ce que ça raconte aussi sur, notamment le dernier plan, moi je trouve très beau cette caméra qui va vers la télé, dans aussi de quelle est la représentation de la violence faite aux femmes au cinéma. Et je pense qu'il y a vraiment cette intention-là de montrer aussi cet homme qui, en fait, avec qui on a de l'empathie, mais qui, en fait, est aussi vraiment une vraie merde, puisque il est aussi dans une manière d'aimer l'amour qui est absolument obsessionnelle et absolutiste. Et je trouve que le film, en fait, arrive à donner assez de complexité dans ce rapport au corps féminin. Là où je trouve que, dans un autre genre, moi, j'ai aimé ce côté vraiment très premier degré d'obsession. Là où vraiment Backrooms, moi je trouve que c'est un film de toute façon je trouve que c'est vraiment des produits. Avant de passer sur Backrooms, moi j'aimerais rebondir sur Obsession et dire que je pense mon refus d'obstacle est notamment lié à ces moments où elle revenait à elle-même. Sans parler, on pourrait avoir tout un débat sur les trigger warnings et compagnie. Je pense que la parabole sur le viol, l'agression sexuelle, la soumission chimique a très bien marché sur moi, que je m'attendais pas forcément à voir ça et que il y a un moment j'en pouvais plus quoi. Et ça pour moi c'est un peu une qualité parce que c'est que du coup t'arrives à faire passer ce qui je pense est le message du film, mais peut-être tu l'as vu différemment toi Laurence. En fait, juste, oui, non, mais complètement. Mais en fait, pour rebondir juste sur ce truc de forme, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais après, c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal de se dire, en fait, s'il y a moins de mise en scène sur l'horreur, notamment, ça permet d'être plus grand public. Et en fait, je pense tout le temps, là, récemment, à des films comme Sinners ou aux films de Jordan Peele, au fait, qui sont bourrés de mise en scène et en fait de complexité dans leur narration, dans leur découpage, et qui sont des succès au box-office de taré, quoi. Mm-hmm. Et voilà, c'est un truc qui me questionne. Et là, dans Obsession, après, moi, j'adore ces films de facture plus simple et tout. Je vois très bien. C'est pour rebondir sur ce truc de la fin. Moi, c'est pas tant sur tout le côté... tout ce que tu viens de dire, Samy, et en plus, moi, j'allais vous dire, ça pourrait être misogyne, je pourrais adorer, c'est pas forcément ça le problème, c'est juste que je trouve qu'il y a une culpabilisation à ce truc d'hystérie obsessionnelle, qu'en fait, moi, je tends un peu plus à me le réapproprier et à chercher plus de films où, en fait, justement, cette espèce d'hystérie amoureuse, d'obsession absolue du corps de l'autre et tout, et en fait, quelque chose qui va être surtout en tant que personne queer, et on y reviendra dans nos recommandations aussi de l'année, est hyper important et hyper tout ce qui est comme ça dirigé sur le corps de l'autre, ce truc d'amour, mais en fait qui dépasse la notion d'amour, et un truc d'adoration, d'obsession, et je trouve qu'en fait ça tombe trop dans une culpabilisation de ça qui vient forcément de la meuf, et je trouve mais pour moi, c'est pas du tout un film sur l'amour ou quoi que ce soit, c'est vraiment un film sur une très longue agression sexuelle. Peut-être que j'ai l'impression de ne pas l'avoir compris à cet endroit-là. Moi, c'est pas du tout un film sur l'amour parce que... Au contraire, moi je pense que c'est sur la vision de l'amour qui fait de la violence. Et il y a pas d'amour parce que à partir du moment où elle est obsédée par lui, en fait, ça l'intéresse plus. Juste à partir de ce moment-là, c'est un peu trop tard pour reculer. Et elle est même pas là en fait de toute façon. C'est un film sur le consentement en fait. Oui, je comprends tout à fait. Ça éclaire complètement je suis complètement prête à entendre ça, carrément. Je pense que je l'ai pas du tout compris comme ça, Parce qu'en fait, le film, moi, ce qui m'intéresse dedans, malgré encore une fois que oui, je suis sorti de la salle. C'est pas le seul film d'ailleurs. Bref, c'est que pendant tout le film, au départ, on est avec Bear, avec le mec, et il a l'air sympa et tout, il est calme, machin, mais en fait, il fait quelque chose de monstrueux. Mais dans le film, c'est elle qui a l'air monstrueuse, mais c'est parce que lui la rend
C'est même pas elle en fait qui rend monstrueux, c'est en fait, la violence qui à la rend travers monstrueuse. elle, c'est sa monstruosité à lui qu'on voit en réalité. C'est vrai. Et je pense que moi je suis assez sensible aux thématiques dont on a parlé, ainsi qu'aux thématiques de la culpabilité. Et Très bonne transition pour parler de Backrooms, il n'y a pas de mauvaise transition, Puisque- Marguerite. puisque Je tiens à dire dans que Ba- ça a beaucoup fait rire les gens, le fait qu'en fait, à chaque fois, on me passe la parole et qu'il y a des histoires sans transition de la parole à Laurence. Et donc justement dans Backrooms aussi c'est vraiment l'histoire d'un personnage qui est rongé de culpabilité, de détestation de lui-même et qui découvre donc un espace caché où il y a liminal où il y a donc des espèces de bureaux abandonnés. Donc qu'est-ce que vous avez pensé, sachant que moi je trouve que vraiment cette volonté de faire donc ce qu'on appelle l'elevated horror m'insupporte. C'est vraiment ce truc de, en fait, je trouve ça très bête, de genre, en fait, c'est une espèce de truc pour l'esprit, la culpabilité, la dépression et tout. Et en fait, bah, moi, ça ne m'a pas fait peur, alors que je suis hyper preneur de ces espaces liminaux, etc. Et je trouve que Pas tant que ça, visiblement. non, mais je trouve que par exemple, dans la série Severance, qui travaille aussi autour de ces espaces de bureau, bah, je trouve que dans la première saison, il y a un vrai sentiment d'angoisse sur cette dissociation entre le monde du travail et le monde privé, que moi, je n'ai pas du tout ressenti. Et j'avoue que le film m'a un peu perdu, et je pense qu'il aurait été beaucoup plus puissant comme une espèce de trip expérimental à travers ces espaces liminaux. Bah, si c'est ça, tu peux toujours aller sur YouTube. Je pense que c'est ça, j'ai regardé un peu, c'est ça, ces vidéos YouTube. Je crois qu'il y a 2 heures en tout. Moi, j'avoue, c'est pas lui qui a écrit le scénario d'ailleurs, Kane Parsons, c'est quelqu'un d'autre. La fin, je trouve, elle est ratée. Genre vraiment, ça a c'est là où je parlais de virage psychanalytique du film. Mais je crois que le scénario, je m'en fous un peu. Genre juste, il y a cette heure d'exploration au milieu où je sais pas si j'ai peur, si je suis pris par le truc. Enfin, j'ai un peu peur, mais je suis surtout ébahi. Je suis plongé dans une étrangeté. Je trouve qu'il y a vraiment de la mise en scène. Je trouve que le travail de décor est incroyable. Enfin, je sais pas, j'étais vraiment dedans, quoi. Et il y a ce côté, c'est tout le côté des backrooms à la fois, c'est horrible et dérangeant et en même temps, ça a une étrange beauté. Ouais, l'heure du milieu, pour moi, elle est super. Ouais, tu me mets vraiment face à mes contradictions, Marguerite, parce que j'aime tout autant le cinéma d'horreur simpliste qui est droit dans ses bottes et qui va droit au but, mais j'adore le cinéma contemplatif d'auteur snob et qui intellectualise tout. Oui, tu es HPI, Laurence. J'aime autant les deux. Et du coup, et en fait, Samy, je te rejoins tout à fait. Enfin, moi, Backrooms, c'est un film que j'ai pas adoré, mais en fait, cette heure au milieu, je la trouve assez brillante parce que c'est rare que j'ai vraiment un moment comme ça devant un film d'horreur où je me dise, ah, là, il y a une vraie proposition. Et je pense que j'ai beau revenir, la dernière fois où j'ai vraiment eu ça à ce niveau-là, c'était peut-être Hérédité, où je suis vraiment Chef-d'œuvre. face à un truc où en fait je sais pas ce que je regarde, et ça j'adore. C'est vraiment une réflexion de grosse conne. Non, mais oui, c'est ça. Hein. Mais en fait, et aussi parce que, en fait, on a beau le répéter dans tous les sens, tout le monde le redit, qu'en fait on en a marre de faire peur avec des jumpscares, tout le monde le redit et personne ne l'applique parce que je pense qu'il y a une grosse pression des studios derrière. Et là, il y a 1 heure où en fait d'un coup, le rythme du film change et on met ça de côté. Et effectivement, ils réussissent à tout foutre en l'air sur toute la fin du film, qui est à mon avis peut-être un choix de studio plus qu'un choix de réal. Mais cette heure au milieu, ouais, il y a une vraie manière de se dire, en fait, pour moi, c'est un film d'auteur déguisé en gros film d'horreur. Et je te dis, ça me met vraiment face à mes contradictions de j'aime pas trop les films qui se prennent un peu trop au sérieux par rapport à ce qu'ils sont, sauf que là, c'est réussi et je trouve que la pilule, elle passe, quoi. Et oui, et puis vraiment, les 2 films sont vraiment intéressants et je pense que, en tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'ils vont faire après parce que là, il y a vraiment 2 talents à des endroits qui sont. Non, mais surtout sont Kane Parsons, en parlant des studios, etc., réussir à faire ça à 20 ans, enfin, c'est délirant, hein. Ouais. Sachant que lui, j'ai vu que il était courtisé par les studios depuis ses 16 ans et il a attendu de trouver la bonne modalité pour faire le film. Et je pense que ça se voit, il y a énormément de taf derrière, hein. L'ambiance, en fait, c'est vraiment l'ambiance qui m'a tout à fait intéressé. Et il y a eu des comparaisons qui ont été faites avec David Lynch. Alors, on va pas le comparer à David Lynch, mais en même temps, c'est pas si absurde, quoi. Ouais, de ouf. Ouais. C'est pas... on peut dire que c'est Lynchien, hein.
C'est lynchien. Et puisque des backrooms aux darkrooms, il n'y a qu'un pas, les darkrooms en soirée gay étant des espaces liminaires aussi angoissants que les backrooms de YouTube, Et ça baise. parlons maintenant du film d'animation Jim Queen, réalisé par Marco Nguyen et Nicolas Atané, qui suit l'entrée en homosexualité parisienne de Lucien, fils d'une ministre homophobe à la Christine Boutin. Lucien est red dingue amoureux de l'idole des réseaux gays Mass for Masque Jim Parfait. Les deux vont devoir s'allier pour trouver la chloroqueer, la cure contre le virus appelé l'hétérose qui transforme les homosexuels en hétérosexuels. Un regard tout en couleur et excès inspiré notamment par l'animé japonais, contrairement au film Bouchra, réalisé par Oriane Barki et Myriam Benani, qui propose un récit autofictionnel sur une réalisatrice marocaine en train d'écrire un film, vivant aux États-Unis et qui, par appel téléphonique interposé avec sa mère, revient sur leur relation, la difficulté de dire et de parler de l'homosexualité au sein de sa famille, de l'exil qui s'en est suivi et la possibilité du cinéma de transcender les non-dits et les silences. Alors contrairement à Jim Queen, l'animation est tout autre, plus noire, plus troublante aussi, entre des prises de vue réelles pour les décors et des personnages à l'apparence d'animaux, notamment des coyotes. Alors Samy, toi qui aimes les LGBT mais également le hashtag FUD et même je dirais le hashtag kiff, as-tu kiffé ces films d'animation queer et indépendants? Est-ce que tu as été plutôt Mass for Masque ou Bravo les lesbiennes? Alors moi, je pense que je suis avant tout Slay. Ça, c'est une évidence pour quiconque me connaît. Non, mais en préparant l'émission, je t'avais proposé qu'on mette Bouchra du coup en parallèle avec Jim Queen parce que j'ai vu notamment sur les réseaux, Jim Queen marche énormément, surtout pour rappelons que c'est un film indépendant qui a mis 8 ans à se faire, qui a dû fonctionner par comment on appelle ça, un crowdfunding. Et j'ai vu pas mal de gens sur les réseaux, des personnes assez cultivées, je dirais. Critiquer le film parce que il serait problématique sur X et Y points, il serait de mauvais goût, et c'est vrai. Et je crois que c'est ça que j'aime. Je crois que j'aime que ce soit un film de gros beauf. Parce que du coup c'est gay, c'est pas queer. Après le réal Marco Nguyen là, il bossait avec les soirées la Vendredix. C'est pas la soirée la plus queer de France et d'Europe, hein, ça c'est clair. On est vraiment chez des gays 30, 40, 50 ans qui aiment aller à la salle, qui baissent sur Grindr et qui peut-être vont fister dans des parcs, je ne sais pas. Et du coup, aux gens qui reprochent au film d'être beauf, d'être de mauvais goût, de voir d'être homophobe, comme l'a dit Muriel Joudet dans une célèbre émission de France Inter. Bon, je trouve que Muriel Joudet va peut-être un peu loin, et en même temps, je vois ce qu'elle veut dire sur le fait que, en fait, moi, ce film, j'aurais peut-être préféré le voir il y a 5 ans. Mais en même temps, peut-être qu'il aurait dû se faire il y a 5 ans si ça avait été financé correctement. Parce que c'est vrai que dans la communauté gay, dans la communauté queer, on est peut-être passé à autre chose. Mais du coup, aux gens qui seraient vraiment gênés par rapport à ça, moi, je leur recommanderais Bouchra, qui est un film beaucoup plus HPI, qui est un film beaucoup plus intellectuel, tant sur le fond que sur la forme. Il y a des trucs très touchants. Il y a les enregistrements sonores. Je crois que c'est des vraies discussions qu'elle a avec sa mère. Sur le visuel, c'est beaucoup moins grossier et caustique, mais le film a quand même de l'humour, a vraiment des vrais moments d'émotion. Et moi, j'avoue, on reparlera bien sûr de Jim Queen après. Moi, j'avoue, ce qui m'intéresse tout particulièrement sur Bouchra, a fortiori en tant que personne marocaine, mais également en tant que personne qui a côtoyé beaucoup de l'élite marocaine à Paris, c'est-à-dire des gens qui sont probablement passés par le lycée Lyoté de Casablanca, on parle bien du lycée français, hein, et qui bossent beaucoup dans la culture et compagnie. C'est un film qui ne nie pas sa sociologie et qui parle, moi, d'un sujet qui me fascine, qui sont les élites marocaines et leurs contradictions. Vu que le Maroc c'est cool et tout, mais l'homosexualité c'est pas autorisé et c'est grave tabou. Enfin bref, voilà, j'ai trouvé que les deux films étaient très riches et très intéressants, mais pour deux types de public. Moi pour le coup, Jim Queen, j'adore que ce soit grand public. Ouais. Laurence, tu veux réagir? Vous en parlez si bien. En gros, moi j'ai pas vu Bouchra, mais Jim Queen, c'est effectivement, je pense que
Le premier truc que je dirais, c'est que je pense que tous ces biais viennent malheureusement du fait. En fait, c'est un film qui est bourré de biais, que bien sûr on peut attaquer de toutes les manières possibles. Et j'ai envie de dire, c'est presque comme tirer sur une ambulance. Et en fait, je trouve ça débile, en fait, parce que c'est pas En fait, c'est un film qui se veut trash, qui se veut. Juste pour préciser ce que disait Muriel Joudet, c'est que le grand absent du film, c'est les femmes. Oui, non, et mais je pense que en c'est fait, ça dont le tu parles film, aussi. je parle de tous les biais du film, en fait, juste le film. Et moi, je suis hyper attaché à ça. Je crois que j'en parlais déjà dans le premier épisode, au fait que un film, une œuvre, moi, la différence, en tout cas dans mon jugement personnel, elle se fait vraiment à l'endroit où l'œuvre prétend ou pas être autre chose que ce qu'elle est. Et en fait, à aucun moment, ce film ne prétend être autre chose que l'endroit d'où il se situe, les codes qu'il emploie et le ton qui est employé. Et en fait, c'est cet endroit de culture-là, cet humour pédé-là, ça prétend pas parler d'un autre endroit que l'endroit du parisianisme PD avec un humour super trash, super centré sur la pénétration et rien d'autre, et une vision unique du sexe, une vision genre hyper de beauty privilège genre de partout quoi, sans personnes trans, sans femmes, etc. et blanc évidemment, mais je pense que tous ces biais-là viennent effectivement du fait que c'est un film qui aurait dû sortir il y a 5 ans. Et je pense que ça se traduit notamment dans le choix de faire de cette méchante, cette espèce de Christine Boutin, où en fait on se disait avec un ami que ça avait pas trop de sens en fait aujourd'hui de situer le grand méchant de l'homosexualité dans une Christine Boutin comme ça fictionnelle, là où en fait Elle est morte, non? Je sais même Non, pas. non, elle est toujours évanouie à la Marche des Fiertés. Ah, ok. Là où on est beaucoup plus préoccupé par plein d'autres choses qu'on va pas lister ici, mais qui sont en fait 20 fois plus importantes, et notamment évidemment l'invisibilisation de tout ce qui concerne les trans du film, là où en fait je pense que c'est ce qui nous préoccupe un petit peu plus aujourd'hui que ça n'était le cas sûrement à l'entrée en développement de ce film. Après moi c'est même... Et voilà, tout ça dit... C'est un film que je défendrais bec et ongle parce qu'en fait, ça n'existe pas, une proposition comme ça, qui réussit à fédérer son public, qui réussit à... Moi, j'ai beaucoup de profils différents autour de moi qui sont allés le voir, et je sens vraiment qu'en fait, le film perce à un endroit où en fait, d'autres avant ne l'ont pas fait. Et c'est juste hyper important. Et en fait, c'est hyper important que d'autres accèdent à cet humour. Aussi, cet humour, je sais pas ce que vous en pensez, mais qui peut-être nous ennuie un peu. Moi, j'ai grave rigolé. Ok, moi j'ai vraiment rigolé. Moi j'ai pas ri du film, tu vois, mais en fait tous les gens autour de moi ont beaucoup ri, et en fait tant mieux. On est d'accord, Et... les salles étaient pleines parce que c'est la canicule déjà. Oui, mais les gens étaient vraiment énormément. ça riait, et puis Oui. les gens étaient très enjoués. Enfin, moi les gens ont applaudi à la fin de la séance. Enfin, Ouais, vraiment, moi aussi. Et en ça fait, met les gens dans une énergie vraiment belle en fait. Et en fait, on reviendra plus tard sur ce truc de genre vraiment, on est tellement là pour être les connes de service, mais en fait juste je suis en mode anti-woke et tout, mais c'est même pas ça le problème. C'est Ouais, juste on dénonce et alors. non, mais c'est juste qu'en fait, il faudrait vraiment regarder c'est quoi, ce qui sort, et en fait et se dire en fait ça sort, et juste ça c'est pas, juste c'est tellement évident pour moi de pas tirer sur. C'est un miracle que ça sorte. Et voilà, en fait c'est absurde d'aller tirer sur ça alors qu'il y a d'autres trucs plus. Je reviens juste sur le dernier aspect qui pour moi est un petit peu plus préoccupant, parce qu'encore une fois je sors ma carte de grosse conne. Mais on peut Comme faire du pour, soutien critique. C'est juste que moi je trouve que formellement par contre c'est hyper plat. Et je trouve que notamment dans le découpage, et moi par rapport à ce que permet l'animation dans ce que j'aime, je trouve qu'il y a un vrai manque en termes de... le découpage est super lisse, et peut-être je connais pas le reste de ce studio et leur style habituel, peut-être que c'est leur style et ce qui les définit justement, et je vais pas remettre en cause du coup leur parti pris, mais... dans tout ce qui est transition d'une scène à l'autre, utiliser l'animation pour en fait changer en fait de décor, de perspective, de personnage tout le temps, à tout moment. Ce que je préfère en fait juste être perdu. L'animation permet ce truc de perdre constamment le spectateur d'un décor à un autre, et ça c'est à aucun endroit du film. Ouais, et puis pour conclure sur ces films, moi je trouve... J'aimerais bien rajouter un petit truc après, ça te gêne pas? D'accord. Je dirais que moi je trouve que quand même le film arrive à vraiment être très efficace, à emporter son public, à avoir aussi des rires différenciés entre les queers et les hétéros. Moi, dans la salle, j'ai bien senti qu'on riait pas aux mêmes endroits. Ouais. Et ça montre quand même que c'est pas non plus un film qui n'est fait que pour les hétéros. Le film, franchement, est tellement gay.
Genre, enfin, il n'y a pas de film français comme ça. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment enfin, le film est vraiment habité quand même dans une forme d'hommage à cette angoisse de la disparition des gays, qui fait évidemment référence au sida. Et je trouve que le film arrive à vraiment, par l'inversement de cette maladie, à créer vraiment des questionnements et des émotions qui sont très belles. La scène au Rosa Bonheur abandonnée de Drake, je trouve qu'elle est très délicate. Tout à fait, ouais. Et je trouve que vraiment, tu sens que même il y a une volonté de préserver cette espèce d'illusion d'un marais vivant. Et moi, ça m'a vraiment touché, cette sincérité-là, et le fait que, comme tu dis, ils sont à cet endroit-là. Voilà. Après, je pense que moi, il y a cette scène-là sur le chemsex qui me semble être... je fais les échos d'une façon que j'avais avec des copines ce week-end qui me disaient que c'était un peu la seule scène où les chemsexeurs étaient vraiment animalisés et pas du tout Là, tu donnes la parole aux concernés, on est d'accord. Pas forcément, mais et ça, je trouve que c'est vrai que cette scène-là, elle marche bien comme un effet d'horreur et de rythme. Mais c'est vrai que je trouve que là, en termes de représentation de communauté, bon, ça aurait pu être un peu plus autre chose que ce contrepoint un peu horrifique thriller. Mais oui, je pense qu'il ne faut pas bouder son plaisir. Ça permet de lancer des discussions, cette scène, aussi critiquable soit-elle. Moi, je ne sais pas si elle est bien ou pas, j'avoue. Pour conclure sur ta conclusion, je dirais et revenir sur ce que tu disais sur la forme d'animation, je trouve ça bien qu'on puisse avoir de l'animation pas énorme budget, indépendante française, qui soit pas forcément, Beaux-Arts Cergy, qui soit pas forcément que de l'aquarelle, tu vois. On peut avoir, en effet, les références, ça peut être Disney et la Japanimation, c'est J'entends. ok. Et pour conclure sur ma propre conclusion, moi qui essaye de travailler sur des fictions humoristique en France, c'est un des films qui m'a le plus fait rire ces dernières années, et je trouve que c'est hyper efficace. Enfin, je vais penser très longtemps à la blague qui est juste un petit bandeau à la télé. Kristen Stewart a épousé Ricky Martin. Enfin, c'est hyper drôle. Ouais, et aussi, juste pour rebondir avec Bouchra, qui je trouve est quand même un film intéressant dans sa recherche formelle, etc. Et qu'on conseille au public plus HPI, du coup. Oui, et puis c'est vraiment un film qui est très délicat et qui, je trouve, fait un travail d'animation vraiment intéressant, etc. Moi, je trouve que la grande force du film, sa structure, je trouve qu'elle est un peu alambiquée avec cette histoire de film dans le film, etc. Petit ventre mou. Ouais, bon, pourquoi pas. Mais je trouve que la vraie force du film, c'est quand même d'arriver à capter, c'est pour ça que je ne sais pas si ça a été des vrais enregistrements ou pas, mais une forme de naturalisme dans la narration, dans les conversations, qui est assez troublant. C'est-à-dire que moi, ça a vraiment fait écho à des conversations que j'ai eues avec mes parents autour de la sexualité, autour de leur rapport au coming out, autour de tout ça. Et j'avoue que j'ai eu vraiment des moments de trouble, de waouh, est-ce que c'est écrit ou pas, parce qu'il y a vraiment un naturalisme assez fort. Et ça, je trouve que c'est quand même à noter, cet endroit d'hybridation formelle qu'il y a dans le film entre la forme, le son, la volonté de se mettre en abîme. Après, effectivement, il y a clairement un positionnement il y a clairement un positionnement de classe qui est présent, qui fait que c'est quand même une Marocaine qui vit à New York, et qui crée des films. Mais voilà. En tout cas, message de prévention publique, c'est le moment du message de prévention publique. L'abus d'anxiolytiques est dangereux pour la santé et peut trop facilement mener à la panne. Alors, est-ce que c'est ce qui est arrivé à Pedro Almodovar pour son dernier film autofiction, qui raconte la crise créative d'un réalisateur présenté comme son double et qui tente désespérément de retrouver la flamme créative en vampirisant la vie de sa collaboratrice de toujours. Et contre toute attente, Steven Spielberg, lui, est beaucoup plus joyeux et ne semble pas avoir été touché par cette hétérose créative, puisque le cinéaste d'E.T. et Jurassic Park revient pour nous livrer un film qui explore la question de la vérité et de la croyance en suivant le parcours déterminé d'un ingénieur en cybersécurité qui souhaite révéler l'existence des extraterrestres, existence qui a été cachée par les autorités américaines qui torturent et mènent des expérimentations cruelles sur ces aliens depuis des décennies. Alors Spielberg et Almodovar sont tous les deux clairement en crise existentielle, proposant des films plus théoriques et réflexifs sur la propre conception du cinéma. Alors moi personnellement, je trouve que c'est vraiment deux films, moi j'ai vraiment trouvé les deux films vraiment bouleversants, car hantés vraiment par cette question de la fin et de la trace qu'ils souhaitent laisser en tant qu'artistes. Et moi je voudrais parler principalement de Disclosure Day, parce que le film a vraiment été défoncé par les critiques.
Ça dépend lesquels. À juste titre. Voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment un film que... je trouve que c'est un film, en fait, qui est assez ambitieux. Et c'est vrai que depuis The Fabelmans, en fait, Spielberg a un petit peu donné les clés de son cinéma. Donc maintenant, tout est très lisible. Mais je trouve qu'en fait, il y a vraiment cette idée que je trouve vraiment belle, qui est que la question, c'est est-ce que quand on est humain, on veut savoir la vérité ou est-ce qu'on préfère l'ignorance? Et je trouve que cette idée est assez vertigineuse. Est-ce qu'on continue à croire quand on sait la vérité? Et je trouve que cette naïveté qu'il y a chez Spielberg est un peu ringard, en fait, de croire... Religiosité plus que naïveté, je dirais. Oui, mais je trouve qu'il y a quand même c'est vraiment un film sur le pouvoir des images et en fait sur le fait qu'il croit de manière peut-être un peu naïf et on peut penser que le film est un peu ringard sur... C'est un film d'un autre temps. Voilà, en fait, on va tout révéler, les journalistes sont du bon côté, les images, etc. vont tout révéler, mais en fait, n'existe pas. Je trouve qu'il y a un vrai... voilà, l'IA n'existe pas, etc. Et je trouve qu'il y a un vrai truc, mais moi, je l'ai vu un peu comme un acte de foi, en fait, comme une justification du cinéma qu'il a fait pendant des décennies. Et je trouve que c'est assez beau, en fait, de terminer par ça. Alors, le film, techniquement, est un peu branle-ballant parfois, mais je trouve qu'il y a quand même cette idée aussi, quand notamment le personnage d'Emily Blunt retourne dans ses souvenirs, un peu à la Orange Mécanique, là où on lui montre des images, etc. Je trouve que cette séquence est vraiment belle, et cette idée qu'en fait, l'image est vraiment un retour pour dépasser le trauma de l'enfance et pour nous réparer, nous, en tant que société. Je trouve qu'en fait, moi, ça m'a vraiment touché. Cette foi qu'il y a dans les images à l'ère de l'IA et des fake news de Trump, etc. Peut-être un peu anachronique, voilà. Et je trouve que c'est intéressant quand même que Autofiction d'Almodovar, d'un autre côté, est vraiment le portrait d'un réalisateur cynique, qui n'arrive plus à créer, qui est page blanche et qui surfe en fait depuis des années sur sa hype, mais qui n'arrive plus à écrire. Et je trouve qu'en fait, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose d'assez beau de vouloir laisser ça comme proposition du cinéma Spielberg, de en fait, non, je crois au pouvoir des images jusqu'à ma mort. Samy? Je pense qu'on va plutôt faire passer Laurence, parce que je pense que c'est elle qui ne croit pas au pouvoir des images. En fait, cet épisode, il va durer 1000 ans. Il y a tellement de choses à dire. Je pense que ces deux films, je les relierai énormément vis-à-vis du fait que ces deux films de deux réals qui, arrivés à un endroit de maturité qui est assez courant chez beaucoup de réals de cet âge-là, remettent en question leur carrière passée et se remettent en question eux-mêmes. En fait, moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est la forme. Non, je rigole, c'est pas la forme cette fois-ci, c'est vraiment pas la forme du tout. J'ai pas grand-chose à dire à part les créatures de Disclosure Day qui sont franchement discutables. Ouais. Mais qui sont, on va dire, justifiées par le scénario parce qu'il y a un twist qui fait que c'est explicable qu'elle soit moche. Non, c'est plus en fait le fait que je trouve qu'il y a un énorme manque d'honnêteté de ces deux réals par rapport au cinéma qu'ils ont fait, qu'ils ont créé et qui leur regard dessus aujourd'hui. Et c'est assez long en fait, donc je vais essayer de pas trop m'étendre et de prendre les choses les unes après les autres. Contrairement à eux. Mais dans le cadre du film de Spielberg, donc c'est Spielberg qui a créé, encouragé ce cinéma américain-là, ce cinéma qui est porté sur effectivement toute une porte ouverte sur l'imaginaire, mais qui n'existe que par une vision de l'Amérique spécifique, donc une vision de l'armée, de la religion, une Amérique militaire, une Amérique de l'expansion spatiale, enfin une Amérique profondément capitaliste. J'ai l'impression d'être le personnage dans Teenage Death qui est en mode Oui. le capitalisme. Mais c'est mal, le capitalisme. Mais après, Spielberg a aussi dénoncé ça dans Munich, dans Minority Report. Et en fait, justement, je trouve que et c'est ce qu'il y a aussi pour le film d'Almodovar. Je trouve qu'en fait, il y a une question de degré et on en parlait déjà la dernière fois hors ces micros-là, en fait, l'Amérique et les réals américains ont un énorme problème à parler de la propre histoire de leur pays, la propre histoire du cinéma de leur pays, et que les seuls qui en ont été capables, c'est des réals non américains qui ont fait des films sur l'Amérique, donc Cronenberg, Verhoeven. Et là, pour moi, il y a un espèce d'énorme biais
de en fait vouloir comme ça re-questionner tout le pouvoir des images, en fait l'Amérique, de se construire sur ces images-là et tout sans questionner une seule fois l'Amérique. Et en fait en empruntant, moi j'ai fait un passage express en école de cinéma avant de quitter dans ma vie. Et en fait, le premier truc qu'on nous a appris, c'est en fait la définition du plan américain. C'est le plan de Spielberg où en fait, tu as cette espèce d'avancée du personnage au premier plan avec le fond qui se floute derrière et une ascension musicale souvent de John Williams avec un motif mélodique hyper identifiable. Et en fait, ce plan-là, tu l'as genre 50 fois dans Disclosure Day. Et je pense que ça m'a beaucoup marqué parce que j'avais étudié ce truc-là précisément. Et en fait, c'est la même chose depuis Jurassic Park. Et en fait, comment, alors qu'aujourd'hui, tu te positionnes en tant que réal qui questionne comment il a créé ces images, comment il a composé avec un visage de l'Amérique, comment aujourd'hui en fait tu refais la même chose et tu ne l'adresses pas, tu ne le questionnes pas. Ça vraiment, ça m'interroge. Et je vais y revenir pour Almodovar après parce que c'est assez similaire. Alors, je dirais que je suis un peu entre vous. Attendez, je veux juste rajouter. En fait, pour moi, et je parle de Cronenberg et de Verhoeven, mais il y a Denis Villeneuve aussi qui est hyper cher à mon cœur parce qu'en fait moi quand j'ai vu Disclosure Day, je me suis vraiment dit à quoi bon faire un film comme ça alors qu'on a eu Premier Contact il y a quelques années. C'est vrai que c'était autre chose. Et en fait déjà Premier Contact évite toute cette question de la représentation des aliens avec quelque chose de 20 fois plus élégant. Enfin, Premier Contact c'est vraiment un chef-d'œuvre, j'ai vraiment pas à revenir là-dessus ici, mais en fait ce qui me questionne vraiment, c'est, pour revenir sur ce que je disais, c'est une histoire de degrés. Et en fait Denis Villeneuve choisit dans le dernier quart d'heure de son film en fait d'éviter le premier degré frontal que Spielberg est incapable d'éviter. Ah bah c'est le king du premier degré. En fait, juste l'option ironique, en fait, l'option second degré qu'en fait les Américains n'arrivent pas à avoir. Et il y a cette scène absolument géniale que j'ai pas compris la première fois dans Premier Contact avec la musique de Mac Richter hyper mélodique et d'un coup tous les personnages qui commencent à dire des bêtises littéralement sur un ton hyper lyrique et hyper non américain. Et pour moi, c'est vraiment pour parler de conquête spatiale, pour parler d'expansion capitaliste, d'être incapable de communiquer entre les peuples, voilà, pour délivrer un message hyper américain dans le fond et hyper maximaliste quelque part. Et en fait, ouais, voilà, et Spielberg n'est pas capable d'avoir ce minimum de second degré pour détourner un petit peu la manière d'adresser le propos de son film et avoir un minimum de critique sur l'Amérique. Alors moi, je vais commencer par situer d'où je parle, expliquer d'où je viens. Spielberg et le premier degré, aucun souci, j'adore. Le Spielberg des années 2000, a fortiori Minority Report, même Pentagon Papers, West Side Story, son remake, un chef-d'œuvre tout simplement. Tu vas loin quand même. Ah non, un chef-d'œuvre bien meilleur que l'original, je me permets de le dire. Et du coup, j'avais super hâte de Disclosure Day. J'y suis allé le jour de la sortie avec ma copine au Max Linder, qui est un cinéma que j'adore, même si, nous rappellerons que Max Linder a commis un féminicide, il a buté sa femme. C'est bizarre comme nom pour un cinéma, mais excellent cinéma au demeurant. Du coup, on était super bien placés, l'écran est énorme, vraiment bam bam, les scènes d'action, moi ça marche. J'étais vraiment dans un moment de kiff. Après, du coup, je me suis demandé ce que racontait le film. Et j'avoue, je choisis d'ignorer les interviews de Spielberg où il parle des aliens et de comment c'est important d'en parler, parce que si c'est ça, c'est un peu nul. C'est ça. Je choisis de voir le film comme une ode aux lanceurs d'alerte. Je choisis d'y voir un film sur le fait qu'il faut parler de la Palestine. Je sais que c'est pas du tout le cas, hein. Il a pas fait le film pour ça. Mais moi, je choisis de le voir comme ça parce que si tu le vois comme ça, le film est vraiment bien, hein. Bah oui, moi je l'ai vu comme ça. Après, j'ai un peu un problème avec les animaux en CGI. Mais il y a un twist de scénario qui explique qu'il soit moche. Oui, je sais, mais c'est pas pour autant qu'ils ne me sont pas infligés. J'ai aussi entendu des gens qui critiquaient... comment elle s'appelle l'actrice ? Emily Blunt. Ah non, c'est le meilleur aspect la du chirurgie film. d'Emily Blunt qui fait que, en effet, elle a du botox, mais vu le travail du personnage, déjà c'est justifié. Et ensuite, moi, cette scène, où on est full Spielberg, la musique, sa mère, la musicienne qui l'a abandonnée, le moment où elle a sa crise d'angoisse dans le train, incroyable cette scène. Moi, j'ai rien que d'en parler, je suis... Mais par contre, faut vraiment pas avoir peur du premier degré, quoi. Faut y être. Oui, c'est ça. Faut vraiment le prendre comme ce grand récit, etc. Et je trouve que, après, il y a quand même un truc et qu'il y avait déjà dans The Fabelmans, qui est quand même
une forme d'ego trip total nous sommes... Enfin, littéralement, c'est des messies, Millie Blunt et Josh O'Connor. Et il y a quand même un parallèle qui est fait entre les réalisateurs, les artistes de cinéma et les messies religieux. Et donc il y a vraiment cette idée de nous, les journalistes, nous qui faisons des images, et donc moi, Steven Spielberg, j'éclaire le monde. Et déjà chez The Fabelmans, il y avait déjà cette idée. En et fait. je trouve que, en fait, vraiment, Spielberg, c'est un réal que, au fond, j'apprécie beaucoup. Et en fait, je trouve que c'est là où il est le plus fort, quand en fait, il se prend pas au sérieux et il éclaire le monde, pour reprendre cette expression, avec des requins, des dinosaures, des extraterrestres sur des vélos qui passent devant la Lune. Et pour moi, là, il est trop fort parce qu'en fait, cette espèce de premier degré absolu permet de faire passer le second degré le plus absurde de ces scénarios. Mais en fait, quand il s'attaque à avoir un propos sur le monde... Le problème, c'est le scénariste David Koepp. David Koepp, c'est pas les meilleurs collabs de Spielberg, c'est les 3 derniers Soderbergh qui étaient grave chiants. The Insider, Présence et l'autre là. Pas The Crypto... Non, ça j'adore. Moi j'adore. Et ça c'est pas David Koepp justement. Et du coup moi je pense que le problème de Disclosure Day, c'est David Koepp. Et ce que j'ai dit tout à l'heure sur ce que raconterait le film, moi je pense que Spielberg il sait pas vraiment ce qu'il fait. Que son film il raconte autre chose que lui il pense que ça raconte, et je choisis de croire en ça comme je choisis de croire au cinéma. Et donc autofiction, on l'a un peu squeezé. Là faut passer quelque chose sur autofiction pour le coup. Là c'est pour moi c'est la totale inverse du Spielberg où j'adore Almodovar, vraiment dans mon top 5 de mes réalisateurs préférés ever, mais peut-être Spielberg aussi d'ailleurs, mais ces derniers films moi vraiment j'aime pas, même Douleur et Gloire qui je sais c'est beau et tout, à l'image c'est dégueulasse. J'adore. L'image est moche, J'adore, mais un super film mais l'image est moche. Et là j'aime que le film, il se fait un peu plaisir pendant 1h10, on sait pas trop ce que ça raconte, et en fait, le film va se finir par une pirouette, et ce que ça raconte, ça va juste arriver dans les 15 dernières minutes, mais qui sont super intenses et assez fortes, et oui, c'est un film sur un réal qui dit j'ai plus rien à dire, mais d'une manière qui m'est franchement agréable, d'une sincérité, disons-le, déconcertante. Et ouais, moi j'ai et passé puis un très je trouve bon qu'il y a moment. quand même ce truc. Enfin, moi, je pense que le film n'est intéressant que parce que c'est Almodovar à ce moment-là, que ce film aussi, il y a le même personnage qu'il y a dans Douleur et faut Gloire. mettre sa casquette de connasse pour kiffer. Hein. Voilà, il y a vraiment une question rétrospective moi, parce que je pense pas que le film ne tienne ne tienne vraiment en lui-même, mais je trouve qu'en fait c'est totalement dingue d'arriver à ce moment-là de ta carrière et de faire un film où tu dis qu'en gros t'es une grosse merde, que t'as rien à dire depuis 5 ans et que t'as vampirisé tout ton entourage et que en gros t'es quelqu'un d'horrible. Et je trouve que c'est incroyable de faire ça. Non, et juste moi j'adore qu'il fasse ça, mais qu'en même temps ils prennent toujours un acteur trop sexy pour se représenter. Bah oui, pourquoi pas. Mais en fait, tu me donnes l'autoroute pour te dire ce que j'en ai pensé, parce qu'en fait, moi justement, c'est exactement le même propos que pour le Spielberg. Je trouve qu'il n'est pas honnête vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de son propre cinéma, parce qu'en fait, moi, il y a un moment, je me suis laissé emporter. Je me suis dit, en fait, c'est trop bien d'arriver à ce degré-là d'auto-fiction et du coup d'autocritique et de dire, ouais, je suis une grosse merde, voilà où en est mon cinéma et tout, pour quelqu'un qui est, voilà, une égérie d'un certain cinéma punk en Espagne, qui est les premières femmes trans qu'on ait vues dans des films, qui est le Almodovar qu'on ne décrit plus. Mais en fait, je trouve ça biaisé parce qu'en fait, il adresse pas vraiment, moi, ce qui me dérange dans ce qu'il est devenu. En fait, il adresse principalement quelque chose que je trouve assez confortable pour lui de critiquer, qui est oui, j'ai vampirisé mon... Mais en fait, ça, c'est la figure de l'artiste maudit qu'on connaît, en fait, oui, je m'inspire des trajectoires des gens autour de moi. Pour moi, c'est pas vraiment se mettre en danger. Alors, je suis pas à sa place, peut-être que oui, peut-être que c'est assez intime au final comme sujet. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il adresse pas du tout la manière dont le cinéma s'est boomerisé et c'est devenu un espèce d'emballage de chocolat de luxe. Et en fait, il adresse pas du tout ce que ces derniers films sont devenus et la caricature de lui-même qu'il est devenu. Le fait qu'on est incapable d'avoir un plan pour quelqu'un qui était cette figure du cinéma punk, on est incapable d'avoir un plan sans logo, Saint-Laurent, Chanel, Prada, qu'en fait on essaie de nous faire croire, de nous identifier à des trajectoires de femmes surbourgeoises qui font que ouvrir des petits carnets, des petites boîtes pour écrire des trucs dedans. Et
Ça, moi, en fait, ce truc, et je vais encore, et là, c'est ça ma vraie casquette de connasse, c'est que moi, je vais comparer, comme je l'ai fait pour tous les films dont on a parlé là, c'est que moi, il y a un film qui m'a beaucoup ému il y a 2 ans, c'est Vers un avenir radieux de Moretti. Je sais pas si c'est Vers un avenir ou vers un. Ouais. Où en fait, Moretti, c'est exactement dans la même posture et en mode, bah, je fais un film, je vais montrer moi en tant que réal qui fait un film, qui galère à faire un film aujourd'hui parce que ma carrière est derrière moi. Tout ça, c'est le même postulat. Sauf qu'en fait, Moretti a cette franchise de se montrer comme un gros boomer en fait à plein d'endroits, comme quelqu'un qui est incapable de comprendre comment le cinéma avance, qui est incapable de comprendre comment on fait des films et sentimentalement d'être complètement décalé par rapport aux autres parce que son rapport au cinéma est devenu biaisé et il se montre dans des endroits d'insécurité par rapport au cinéma dont Almodovar est incapable. Alors je conscientise que c'est pas les mêmes personnes, que c'est des sensibilités différentes, mais ça m'a beaucoup touché ce parallèle en fait de deux films qui se ressemblent beaucoup et atteignent un point de sensibilité en fait très différent. Ouais. Alors, si Spielberg et Almodovar semblent être figés à un endroit de leur créativité, le film Dao d'Alain Gomis fait le pari du naturalisme par une caméra en recherche du mouvement perpétuel en suivant la vie d'une famille française originaire de Guinée-Bissau, prise entre deux cérémonies, des funérailles dans le pays d'origine et le mariage de la plus jeune des filles, Nour, en France. Et de l'autre côté, nous avons le film Ma Frère de Lisa Coca et Roman Guéret qui célèbre la jeunesse de France dans sa diversité en suivant le quotidien d'un groupe de jeunes collégiens du 20e arrondissement de Paris et de leurs animateurs en colonie de vacances dans la Drôme. Il y a Amel Bent notamment dedans. Deux regards artistiquement et politiquement opposés, il me semble. Qu'avez-vous pensé de ce regard sur, si j'ose m'immiscer dans la polémique CNews, ce regard sur la Nouvelle-France ? Bah alors, en tant que l'arabe du groupe, je me permets de commencer. Je suis pas qu'arabe, je suis aussi une personne qui a quelques petits problèmes d'attention et du coup, quand je voyais que Dao ça durait 3 heures, moi je pense un film de 3 heures, ça doit se limiter à être une épopée ou une grosse fresque. Sur le papier, Dao c'est un film familial, plus auteur, etc. Mais je pense qu'en réalité, c'est une épopée et un peu une fresque historique. Et c'est pour ça que je pense que le film est trop long, mais j'ai pas eu de problème à le voir et je l'ai pas ressenti comme trop long. C'est-à-dire que j'aime comment il se déploie en fait, comment il y a la France, la Guinée-Bissau, comment les choses s'opposent, se répondent, travaillent ensemble, et surtout, je trouve que l'idée brillante du film, c'est notamment cette actrice Cathy Correa qui est incroyable, c'est de commencer le film par le casting. Du coup, on voit que c'est du documentaire. Juste après, on passe en Guinée-Bissau, c'est de la fiction. Mais on n'arrive pas à voir la différence en fait, à quel point c'est bien joué, à quel point c'est bien écrit. Et je trouve que le film est assez magistral, outre les petits problèmes que j'ai qui se déroulent plutôt en France, qui sont des sous-intrigues où en fait juste ça joue un peu moins bien. La sous-intrigue Samir Ghesmi et la sous-intrigue je débarque au mariage, regardez, ma meuf est enceinte. En fait, quand tu fais un film hyper sensible, hyper beau, qui raconte des trajectoires tant individuelles que collectives, des traumas intergénérationnels qui n'ont pas à être forcément affrontés, mais qui sont là tout le temps. Enfin, c'est un film d'une intelligence et d'une beauté incroyable. Du coup, ces deux petites sous-intrigues plus faibles et disons-le plus fake sont d'autant plus visibles. Mais de mon côté, c'est vraiment dans le top 10 de l'année, c'est un coup de cœur. Laurence ? J'ai vraiment rien à ajouter. Moi, c'est vraiment tout ce que j'aime, mais tout ce que j'aime un peu d'un élitisme snob de connasse, parce que c'est un film hyper long qui n'est pas une fresque, qui est pas du tout... non mais tu dis snob, mais tu penses que le film est pas accessible Quand même, ça reste un film de 3 heures où moi-même des gens qui étaient hyper prêts à le recevoir et à l'aimer m'ont dit qu'il y avait quand même, qui s'étaient ennuyés et tout. Moi, je ne pense absolument pas ça. Moi, c'est un film, vraiment, c'est un des plus beaux films que j'ai vu de cette année, de ma vie. C'est tout ce que j'aime. Marguerite, tu parlais de mouvement. Moi, c'est vraiment... mais là, je vais parler en mode France Culture plus, mais genre tout ce que j'aime dans le cinéma, c'est cette notion de mouvement perpétuel et de tout lier par un mouvement continu qui lie absolument chaque dialogue, où en fait, oui, on peut être dans n'importe quel endroit du décor à des centaines de kilomètres, qu'en fait, on a l'impression que c'est le même plan d'une scène à l'autre. Il y a cette énergie. Enfin, je sais pas, c'est un film que je suis incapable de décrire tellement ça m'a transpercé. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et
et c'est virtuose de chaque instant, quoi. Ouais, je pense qu'il faut quand même souligner les performances de tous les acteurs. Moi, j'étais à l'avant-première où il y avait toute la famille en fait fictionnelle qui a été. Donc, c'est un mélange je pense, de membres de famille d'Alain Gomis, Ouais, il y en a énormément. d'acteurs amateurs, d'acteurs professionnels. C'est très impressionnant et c'était trop beau de les voir tous sur scène. Moi, je trouve que vraiment le film aussi continue. Enfin, je trouve que c'est un film qui fait vraiment du bien parce que c'est un film qui continue à approfondir ce que c'est en fait le cinéma français de la diaspora, qui s'intéresse à comment raconter des histoires d'un point de vue situé, comment l'intégrer dans cet entre-deux entre le pays d'origine et la France, et comment on vit cette pluralité-là, notamment les questions générationnelles sont très présentes dans le film, et ça je trouve que c'est des choses dont on n'entend pas beaucoup parler, et je trouve que notamment pour conclure sur Ma Frère, pour moi c'est vraiment un projet politique totalement différent, c'est-à-dire que un peu ironiquement j'ai dit que Ma Frère c'était un film vraiment sur la diversité, et là je trouve que ça se sent que Dao c'est tout sauf ça, c'est vraiment des parcours humains très forts, très vécus, très ancrés historiquement aussi. Là où Ma Frère, pour moi, c'est vraiment un film c'est un film de diversité qui coche toutes les bonnes cases et qui, pour moi, est en fait absolument pas. C'est vraiment le vernis progressiste, quoi. Mais qui, en fait, ne dit absolument rien si ce n'est des choses problématiques. Allez, on va être problématique. Ma Frère, c'est un film, je suis sorti, je me dis, je vois tout de suite la note d'intention et je vois que ça va pas être compliqué à faire financer par le CNC, par tout ce que tu veux. Ce qui m'a déçu, c'est que j'avais vraiment beaucoup aimé leur série des deux réals Tu préfères sur Arte, c'était incroyable avec les deux comédiennes dont je me souviens plus le nom, mais qu'on retrouve là dans Ma Frère. Et j'avais pas détesté Les Pires, leur premier film dans le Nord sur en gros comment filmer les pauvres et comment le cinéma français récupère tout ça. Du coup là j'ai l'impression qu'elles ont oublié leur premier film et qu'en fait elles se retrouvent à faire ce qu'elles dénonçaient dans leur premier film. Ce qui est d'autant plus gênant que c'est sur des Noirs et des Arabes pas bourgeois, plutôt prolos de la place des Fêtes. J'ai été un peu étonné de pas du tout entendre parler dans les médias, j'ai un peu tout écouté sur ce film. Personne critiquait cette scène avec une survivante de la Shoah. T'as besoin de ramener une survivante de la Shoah pour montrer que les enfants noirs et arabes ont de l'humanité. C'est chaud. Et aussi du coup sur cette question raciale, je suis un peu gêné par le film, mais ok. Et sur la question des enfants, alors que j'avais trouvé que Les Pires c'était vraiment bien là-dessus, là on a deux enfants qui s'embrassent devant nous et c'est toute une intrigue du film. Cette scène c'est bizarre, je voulais pas voir ça, et genre t'as été demandé à des gosses de, je sais pas, 8 ans, 7 ans, même plus jeunes, de se pécho face cam, enfin en plus surtout par rapport à Dao, se pose vraiment la question du réel au cinéma. Moi, le naturalisme, pas mon del. Dao, c'est intéressant comment c'est vraiment basé sur du réel et ça travaille la forme réelle. Ma Frère, bien qu'elles expliquent leur méthode en interview, tu peux penser que c'est de l'impro des enfants, de tout ça. Non, les gosses sont dirigés à l'oreillette. Moi, je trouve que c'est très bizarre ce film. Et j'en reparlerai plus tard avec Shana. Je pense qu'on peut faire un autre parallèle, mais plus tard. Et concluons. Donc, on va terminer par le partage d'une plume ou d'une épime, un film ou une tendance pour cette année. Alors, moi, je vais commencer, je vais être rapide. Mon épine, c'est The Drama et globalement les studios A24 qui sont pour moi l'arnaque de la décennie. Voilà, mauvaise foi. Alors, c'est vrai que j'ai pas vu les films d'Ari Aster, donc je sais que c'est un peu les exceptions. Robert Eggers, ça me casse les couilles. C'est surtout un distrib. Non, mais là, tu sais, genre les films, tous les deuxièmes films, là, Alex Garland. Non, je veux rien entendre. Et là, je trouve que The Drama, c'est vraiment la caricature du film où en fait la campagne de com a été faite avant l'écriture du film. Elle est super. Mais c'est vrai que le film, moi, je ne vois que du Instagram avec Robert Pattinson et truc. Pour moi, vraiment, A24, c'est le Urban Outfitters du cinéma. C'est-à-dire, c'est l'espèce de truc cool, hipsterisant, où en fait The Drama, on veut les voir ensemble, là, Robert Pattinson et Zendaya, et non, en fait, c'est un truc en fait grave méta sur les États-Unis qui va pas bien et la violence, etc. Ça me casse les couilles. Donc,
Maintenant que ce coup de gueule est terminé, je vais terminer par un film qui a été récompensé et qui sortira au mois d'août, récompensé officiel de Cannes du prix d'interprétation pour les deux actrices, dont Virginie Efira et Tao, je me souviens plus de son famille, désolé, qui s'appelle Soudain, de Ryosuke Hamaguchi, donc cinéaste japonais très connu et très respecté. Donc j'avais beaucoup aimé son précédent film, Le mal n'existe pas. Ah ouais, t'avais aimé ça? Ouais, c'est un film, donc Soudain, c'est un film de 3h15 dans un EHPAD. Et c'est y a un côté hyper pédagogique, didactique, mais je n'avais jamais vu ça. J'ai pleuré. Et pour moi, c'est un rapport au temps, au rythme et à justement une politique du soin, mais qui est vraiment, moi, qui m'a vraiment bouleversé. Et voilà, je comprends pas pourquoi il n'a pas eu la Palme d'Or, mais voilà. Ça aurait été une Palme d'Or un peu relou quand même. Non, parce que justement, le film n'est pas relou. En fait, c'est ça. Et c'est pour ça que je voulais mettre en coup de cœur, parce que je sais que beaucoup de gens vont dire « Oh là là, ça a l'air chiant, ça dure 3h15 et c'est dans un EHPAD. » Mais en fait, non, c'est vraiment un film d'une grande douceur. Non, mais j'irai. Voilà. Donc, voilà, je conseille ce film japonais de 3h15. Laurence, tu veux réagir et faire ton... Ouais, je veux réagir à A24. Voilà, je savais. Tu sais très bien que je suis une grande joueuse de Elden Ring. Et qu'il y a en ce moment en production la plus grosse production, il me semble, de l'histoire de A24, qui est l'adaptation de Elden Ring. Et là, j'ai un tunnel... C'est A24 qui fait ça? Oui. Et là, j'ai un tunnel que je ne prendrai pas parce qu'on doit aller vite. Mais je pense que ce film va sauver le cinéma à beaucoup d'endroits. Et Alex Garland au Rennes, ça me donne très, 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 très envie. Mais Google qui finance 80 millions dans l'IA pour A24, on aime bien? Ah, je savais pas. Non, c'est une annonce de la semaine. Là. Voilà, Outwalking. Alors, non, moi, ma plume, elle est à Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Qui a reçu la Queer Palm, des mains de Anna Mouglalis, dont qu'on embrasse, puisqu'on l'a invité il y a quelques mois. Film que j'ai réussi à voir 2 fois pour l'instant en tant que grosse forceuse, mais qui n'a toujours pas de distribution en France et qui risque de ne pas sortir en France dû à la chronologie des médias. Et la lesbophobie. Mais non, je pense, je vais essayer d'être très rapide, mais je pense qu'en fait, c'est avant tout, outre le brio formel de chaque instant qu'on connaît à son cinéma et à déjà son précédent film, le fait est qu'en fait, c'est un film qui arrive avec un propos qui, à mon sens, très très rarement dans le cinéma qu'on a récemment, adresse quelque chose qu'en fait le public et les gens ne sont pas forcément prêts à recevoir sur la manière dont on adresse le désir et la violence aussi bien dans les relations queer que dans les relations en général et dans le désir et l'amour en général, et adresse quelque chose et une manière de le dire très directe, très adressée. On a parfois l'impression que c'est la réalisatrice qui nous parle, très trans aussi et très propre à une expérience corporelle et intime queer qui, à mon sens, est mais de l'ordre de un miracle en fait qu'on arrive à l'exprimer avec ce brio-là, de cette manière-là. Enfin, moi, ça me parle dans mes tripes, c'est littéralement tous mes chevaux de bataille, ce dont ça parle, et c'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie. Et en plus, c'est très fun. Oui, c'est une autoroute du fun. Voilà, c'est drôle, du fun, c'est intéressant théoriquement, ouais. Et c'est aussi vraiment drôle, plaisant, c'est sexy. C'est généreux en fait. C'est très généreux. Samy. Je me permets, je fais ma libre antenne. Marguerite, je rebondis sur The Drama. Moi, j'aime pas non plus le film, mais je suis assez ébahi vu que j'écoute des podcasts américains de gens qui en parlent. Les gens apparemment ont vraiment des débats après le film en mode ouais, les problématiques et tout. Je trouve ça wild. Genre, pour moi, le débat du film n'est pas du tout intéressant. Bref. Un film dont le débat est très intéressant et qui vient de sortir en France, a priori vous devriez pouvoir le trouver dans un petit cinéma indep cet été, c'est Blue Heron de Sofia Romwari, une réalisatrice hongroise qu'on adore. C'est l'histoire d'une famille hongroise, les 2 parents, 4 enfants, le plus vieux est bizarre, il a des accès de violence, il est un peu ingérable, mais il n'y a pas de diag précis, et il débarque au Canada, et c'est plus ou moins autobiographique. Enfin, c'est encore une fois ça travaille. Il y a pas mal de films en ce moment qui travaillent le docu-fiction pour exprimer des traumatismes intergénérationnels. Vraiment, c'est des thématiques qui me plaisent énormément. Et le film ressemble aussi un peu à After Sun, mais en moins A24 justement. En plus, cinéma européen. Et moi, sur cette histoire d'une famille qui va pas très bien, sans raison particulière, ça m'a vraiment bouleversé.
Vu que j'en fais des caisses, je vous recommande aussi la série Widow's Bay. Je vais pas expliquer pourquoi, juste gros kiff. Série spooky mais en même temps délire sur Apple TV. Et pour conclure, j'avais besoin de parler d'une diva. C'est Eva Uo dans le film Shanna. Le film est sympa, mais elle est incroyable. Si elle a pas son César de la Révélation, je brûle l'Académie. Je sais pas où est l'Académie, je vais la trouver. Eva Uo, on t'adore. On espère que t'es bientôt dans le podcast. T'enregistres ce que je viens de dire et comme ça on lui passera quand elle sera notre invité. Ouais, on fait ça. Merci. C'est ainsi que se termine cet épisode spécial Cinéphole été 2026. Un énorme merci à Samy, André Ali et Laurence Saint-Gaudens d'avoir accepté de venir partager leur avis avec nous. Cette fois, c'est vraiment fini. Bel été à tous. On se voit à la rentrée. N'oubliez pas, la vie est toujours plus belle avec une plume dans le cul.